Bonjour, je vous emmène aujourd'hui en balade du côté de la place de Clichy, un endroit connu pour ses célèbres brasseries et ses grands cinémas. La place de Clichy, c'est aussi un important carrefour qui réunit 4 arrondissements. Un lieu de vie très fréquenté, un peu envahi par les voitures, un endroit connu pour ses célèbres brasseries et ses grands cinémas. La place de Clichy, c'est aussi un important carrefour qui réunit 4 arrondissements. Un lieu de vie. Allez, on est parti pour un nouveau numéro de Paname. Bonjour, Bonjour. je me suis permis de rentrer dans votre boutique parce que je me demande bien ce qu'on fabrique ici. Ah, on fabrique des anges? Des anges? Des anges de hautbois. Des anges de hautbois. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, c'est une petite ange, c'est une ange d'eau. On retrouve les anges dans les saxophones, dans les clarinettes. Mais nous, on est spécialisé dans l'ange de hautbois. Et alors, ça sert à quoi? C'est ce qui fait le son primaire de l'instrument. Ce qu'il y a au bout de l'instrument. Ouais, exactement. Bah, je vais vous faire voir comment je monte une ange. Alors, Avec du roseau. Oui, la canne, c'est ce qu'on appelle la canne de Provence. Il y a un nom scientifique qui s'appelle la rhododendron, et qu'il ne faut pas confondre avec Le bambou. le bambou, oui, parce que c'est deux plantes complètement différentes. Et alors, ça arrive sous quelle forme ces roseaux? Ça arrive en forme de tubes, de petits tubes cylindriques. Attendez, je vais vous faire voir. Voilà, ça arrive un peu brut, comme ça. Ça, c'est la matière première. Ouais, c'est joli, hein, regardez, ça sonne. Déjà, ça fait du son. Ouais, ça fait déjà du son avant de faire une ange. Et après, vous voulez travailler. voilà, c'est-à-dire entre chaque morceau, c'est pour ça qu'ils sont de différentes longueurs, entre chaque morceau, il y a une feuille. Donc on coupe entre feuilles et on sélectionne le diamètre du roseau correspondant à notre production. Alors Voilà. après, qu'est-ce qui lui arrive à notre roseau? Après le roseau, il y a plein de choses. D'abord, on va le faire sécher pendant 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans? Oui. Et après, on va le couper à longueur. Après, on va le fendre. Après, on va le gouger. Vous voyez, vous avez sur cette petite machine, vous voyez, vous pouvez... Alors, gouger, ça veut dire usiner l'intérieur. Et alors après, on arrive à ce stade-là, où il est plié. Là. Alors, il est plié, il est taillé, vous voyez, sur cette petite machine que vous avez là. Donc là, ça commence à prendre la forme d'une Ça ange. commence à prendre la forme d'une ange. Et puis, on le préforme un petit peu pour pouvoir faciliter le montage. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de monter des anges. Alors, donc là, je l'ai mis sur le tube. Et là, maintenant, je vais attacher ce roseau sur le tube. Maintenant, on va la gratter. C'est-à-dire, on va l'usiner. On va faire la partie usinage qui est sur le bout du roseau. Donc, on met ça sur la petite machine. Alors, en fonction de la forme, vous voyez, ça fait des petits copeaux. Alors là, je suis en phase de finition sur celle-ci. Donc ça fait des tout petits copeaux. Elle va bientôt partir Voilà. au repos, celle-ci. Elle va partir après à l'essai. Au total, entre le début de la prise des roseaux, les roseaux bruts, jusqu'à l'opération finale, juste avant le contrôle, on a 25 opérations.
Donc là, c'est l'instant de vérité, là. Exactement, ouais. C'est toujours le moment d'inquiétude. On dit, voilà, est-ce qu'on a fait une bonne série? Est-ce que la série est à la hauteur? Et apparemment, Apparemment, ça marche très bien, ouais. Ça marche très bien. toutes ces hanches-là vont être testées. Au fur et à mesure du temps, oui. Ouais, toute celle-là. Ouais. À peu près 800 hanches, là, à peu près au total. Quoi. Alors, pas en une fois, du coup. Bien sûr. Alors, ça consiste en quoi, tester une hanche? Tester une hanche, disons que ça consiste à déterminer ce qu'on appelle la force de l'hanche. C'est-à-dire il y a des hanches faibles, des hanches fortes, des hanches plutôt moyennes. C'est quand même une partie de l'instrument absolument essentielle. Essentiel, ouais. Essentiel. On passe notre temps à en faire. C'est vrai? Ouais. Vous êtes obsédé par les hanches? Complètement. C'est vrai? Ah oui, non, pour les oboïstes, c'est On dit une toujours, grosse partie du travail. Ouais. on dit toujours pas d'ange, pas de hautbois. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai, c'est réel. On les voit arriver quelquefois en stress parce qu'ils ont un concert et il n'y a plus rien qui marche, quoi. Parce que le stress rajoute effectivement au problème de l'ange, quoi. Ici, entre la place de Clichy et la gare Saint-Lazare, qui n'est pas très loin, c'est le quartier des maquettistes et des amateurs de petits trains, un vrai monde de passionnés. J'arrive, je suis encore à l'heure pour prendre le train, Serge? T'es encore à l'heure, en effet. Oui. Attention, Ah, mais ici, attention, on en a pof, toujours- Ah, ça arrive. Elle est magnifique, On en cette a toujours locomotive. celle-là. Voilà. Qu'est-ce que c'est comme locomotive? Je coupe le son comme on s'en disquera mieux. Ça, en fait, ça reproduit une locomotive qui était aux États-Unis. Il y en a eu quelques dizaines et c'était les plus grosses et plus longues machines à vapeur qui étaient faites, jamais construites dans le monde. Elles avaient été surnommées aux États-Unis les Big Boys. Les Grands big garçons. boys, les grands Grands garçons. Alors ici, c'est quoi? C'est votre salle de jeu à vous? Ah, c'est mon antre, c'est là où je me fais plaisir, là où j'essaye d'en vivre. Voilà, et j'ai quelques 1000 locomotives et 2500 et wagons de voitures voyageurs en stock, en permanence. Donc ça va, ça vient. Et on fait rêver les gens, et en espérant que les rêves se concrétisent par quelques achats. Alors c'est votre collection personnelle qui est en vente ou... J'ai vendu toute ma collection quand j'ai démarré il y a 21 ans, pour pouvoir, moi, vivre, parce que je n'avais pas d'argent d'avance. C'était un coup de tête, je me suis lancé. Et puis, petit à petit, aujourd'hui, tout ça appartient au magasin, mais en même temps un peu à moi. Si il n'y a personne qui pourra me dire un jour, il ne faut pas que tu emmènes ça. Si j'en veux une un soir, que je l'emmène à la maison, je le fais, et puis c'est tout, je le ramène. Et vous collectionnez les petits trains depuis quel âge? Je dirais que ça a dû commencer vers 5-6 ans, donc ça fait 55 ans. Et qu'est-ce qui vous passionne tant que ça dans les petits trains, dans les trains? Ça me fait rêver. Je suis un grand enfant, j'ai gardé l'esprit du Petit Prince. Et puis, comme la plupart des gens qui viennent ici, vous, ça vous fait rêver quand vous venez regarder ça. Moi, c'est en permanence, donc je vis dans mon rêve. Et je suis heureux. Et Même tout- si je travaille 7 jours sur 7, je suis heureux. C'est une passion qui coûte cher quand même, parce que les prix C'est- sont Alors- pas donnés, hein. Je ne sais pas si vous avez... Non, vous venez de rentrer. Regardez bien dans les vitrines. Vous avez Oui. des locomotives neuves qui sont à 40-50 euros. Ça va. J'ai des wagons qui sont dans les 10-12 euros. Neufs. Donc dire que c'est cher, c'est un faux problème. C'est parce qu'on ne sait pas regarder. Les gens, je le vois de temps en temps dans les vitrines, ils regardent et j'entends la réflexion au bout. Oh, t'as vu, c'est cher. Ils n'ont retenu que les prix qui sont élevés et ils sont passés sans les voir devant ceux qui sont bas.
Bah oui, mais on Et s'intéresse comme dans toujours tout à ce domaine, qui... d'ailleurs, Oui, c'est- bah oui, ce qui frappe. On s'intéresse à ce Oui, qui frappe. voilà. Et alors, pourtant, ça devrait frapper qu'il y a quelque chose qui n'est pas cher. Justement. Quelles sont vos plus belles pièces, Serge? Ah, les plus belles pièces. Alors, il va falloir que je me déplace. Là, nous avons une reproduction qui fonctionne à vapeur vive d'ailleurs, d'un des premiers chemins de fer, c'était en Angleterre. D'ailleurs, on voit Liverpool-Manchester. C'est-à-dire que celle-ci, elle fonctionne vraiment avec de la vapeur? Voilà. Ça, c'est... Oui, Ah oui. voilà. Donc ça, c'est une pièce un peu particulière. Tout à l'heure, on parlait des machines à des petits prix. Là, ça, neuf, ça vaut environ 50 €. Oh bah oui, elle est toute Petite mignonne. machine en à plus. vapeur comme ça. 50 €. Ouais. Je prends. Alors, en pièce exceptionnelle, nous pouvons avoir, je dirais, une pièce faite entièrement à la main. Celle-ci. Waouh. Il y a pas, Ça, c'est quoi, ça à ma connaissance, il n'y en a pas eu d'autres faites. C'est un amateur qui a dû la faire entièrement. Il y a la mécanique, il y a c'est électrique, ça fonctionne. Voilà. Et c'est à vendre. C'est à vendre, oui. Si quelqu'un la veut, je peux la vendre. Hein. Et puis, par rapport au travail effectué, au nombre d'heures passées, elle n'est pas chère parce que le client a mis en vente ça à 2 000 €. 2 000 €, c'est quand on voit. Le travail est fait, oui. Voilà, c'est Si on veut commencer cette passion, par exemple pour un enfant, qu'est-ce que vous nous conseillez? pour un enfant, alors, qu'il soit grand ou petit, Oui, hein, parce que on est tous des enfants. Hein. oui, on essaie. Bon, il faut commencer avec un coffret de départ pour jouer. Il faut un coffret de départ. Il y en a pour, dans des bonnes qualités pour un peu plus de 100 €. On a des choses. Et d'ailleurs, si on va dans le magasin à côté, eh ben, tu verras, il y a un de tes amis qui est en train de jouer avec. Quand il l'a vu, il a dit « Ah tiens, je vais l'essayer ». Ah, Frédéric, Ah, vous faites bien le pont. J'ai dit bien le pont. Vous Hein. avez vu? On dirait un viaduc. Hein. Ah Il oui, est oui. sympa votre train, mais il n'y a pas de wagon? Non, il y a pas de. Pour l'instant, je fais l'essai avec la locomotive. Bah, allez, on met les wagons. Ah, si vous voulez. Alors, j'ai 2 wagons. Il faut arrêter le train, là. Enfin, ah, ça pour donner les ordres, vous êtes là. Hein. chef de gare, moi, Faut allez. qu'on y a qu'à. Ça, alors là. Alors, attendez, je vais ralentir. Attention. Hein. Hop. Et, Ouais. oh. Hein? Tous les passagers à destination de Paris sont priés de descendre. Bah, nous, on va prendre la destination de la place de Clichy. Oh, on a déjà fini? Bah oui. On peut jamais jouer longtemps avec vous. Attention. On va essayer de pas dérailler, surtout de pas se faire écraser. On arrive sur une place bien Ah oui, particulière. la place de Clichy, parce que souvent on a tendance à dire place Clichy. Non, c'est la place de Clichy, et une place qui est au centre nerveux de 4 arrondissements. Vous vous rendez compte? C'est rarissime dans Paris. Il y a 2-3 lieux comme ça. Alors ici se rassemblent le 8e, le 9e, le 17e et le 18e arrondissement. On est à un vrai carrefour. D'ailleurs, le mot carrefour nous vient du latin. Ça vient de quadra furcus, 4 fourches. Donc il y avait bien 4 chemins qui arrivaient au même endroit. Donc c'est cette place qu'il faut découvrir. On va se mettre au centre de la place. Ah bah oui, parce qu'il y a des choses à raconter. Frédéric, qu'est-ce qui s'est passé précisément à cet endroit en 1814? Alors c'est un tournant de l'histoire de l'Empire. Figurez-vous qu'il y a une coalition. Les étrangers veulent en finir avec Napoléon. Quand je dis les étrangers, ce sont les Prussiens, les Russes, il y a aussi les Autrichiens et les Suédois. Ils ont fait une coalition et ils veulent que Napoléon descende de son trône. Alors ils s'attaquent à la France. Ils rentrent en France, militairement, pas pour discuter. Ils vont atteindre Paris, vont-ils rentrer dans Paris? C'est la question. Oui. Eh bien oui, vous avez raison. Puisque ici, nous sommes, à ce moment-là, dans Paris. Il y a le mur, vous savez, ce mur des fermiers généraux qui est toujours là. Donc les gens qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire vers la ville de Clichy, rentrent avec les enfants, les personnes âgées, les troupeaux. On se met à l'abri, comme au temps du Moyen-Âge, quand il y avait une place forte. Et puis là, on attend de pied ferme. On abat des arbres pour faire barrage. On monte des barricades. Vous savez avec quoi? Bah, avec des tonneaux. Avec des barriques. Ben Ah oui, oui, la d'où le nom barricade. barricade. Ben voilà. Alors tout ça, on se dit, ça va empêcher les troupes de rentrer. À la tête des soldats qui défendent Paris, enfin des soldats, c'est un amalgame. Il y a à la fois des défenseurs militaires, mais il y a aussi des volontaires. Il y a des étudiants de l'école polytechnique. D'ailleurs, il y a un représentant mourant là sur ce monument. Eh ben, tous ces hommes veulent défendre avec à leur tête un maréchal d'Empire, et pas le moindre, le maréchal Moncey,
Moncey, qui est un vieux maréchal qui a déjà de l'expérience. Il a été nommé en 1804 et il va défendre, il va s'installer chez le père Latuile. C'est un café, un bistrot qui est là, c'est comment est-ce qu'on appelait ça, une taverne, quoi, oui. Alors, et là, chez le père Latuile, c'est là qu'il met son quartier général et le père Latuile dit à tous les défenseurs, j'offre à boire et à manger. Alors évidemment, ça donne un peu de baume au cœur. Ils vont tenir pendant 3 jours. Et puis, fin mars 1814, qu'est-ce qu'on apprend? Pas par SMS, juste par le bruit qui court, Napoléon a démissionné. Enfin, abdiqué. Il vient d'abdiquer. Il a signé son abdication à Fontainebleau. C'en est fini, il va partir pour l'île d'Elbe. Et évidemment, cette place a résisté jusqu'au bout. Alors ça, c'est une vraie victoire. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Les Alliés ont occupé Paris? Alors oui, figurez-vous qu'il y avait des tentes, les Russes campaient sur les Champs-Élysées. Alors c'était des fiers cosaques qui parcouraient évidemment toutes les tavernes de la capitale. Et puis comme ils voulaient boire vite, ils disaient bistrot, bistrot, ça veut dire vite en russe. Bistrot, bistrot. D'où l'origine du mot bistrot. Le mot est resté évidemment dans notre langage courant. Mais bon, tous ces soldats vont repartir chez eux. Ils avaient remporté une victoire, c'était de mettre Napoléon pied à terre. C'en était fini. Comme il fait pas chaud, Oui. on va se réchauffer au bistrot. Ah, bonne idée. Allez, bistrot, on y va vite. Bistrot, bistrot. Christophe Alexandre, je vous dérange en pleine phase de création. Bonjour. Bonjour. C'est une étape importante, j'imagine, là, ce que vous êtes en train de faire. Oui, le dessin, toutes les recherches préparatoires, c'est vraiment la jeunesse d'une collection. C'est les premières pages d'un livre. C'est un peu ce qu'on a envie de raconter pour une nouvelle année. Comment on arrive à renouveler le genre en permanence? Alors, on arrive à renouveler le genre en essayant à la fois de ne pas tenir compte des codes, parce qu'en fait, ils reviennent toujours, mais au final, c'est moins codifié que ça ne l'a été, et les plages de liberté sont plus grandes aujourd'hui. C'est quoi le style Christophe Alexandre Dauquin? Alors, le style Christophe Alexandre Dauquin, c'est des robes très fluides, avec un maître mot qui est la mise en valeur du corps, le travail sur la silhouette, révéler la beauté de chaque femme. Voilà, et dans les matières, ça se traduit surtout par des choses vraiment fluides, de la mousseline, du crêpe satin, des dentelles, beaucoup de travail en dentelle. Et si on doit rajouter une signature, c'est certainement des grands dos nus en dentelle. Ça fait 20 ans que vous dessinez, créez des robes de mariée? Oui, ça fait un petit peu plus de 20 ans. Un peu plus de 20 ans? Oui, oui. Comment vous êtes arrivé à faire ça? Eh bien, je suis arrivé à faire ça par j'avais déjà quelques clientes qui me demandaient des robes du soir, des robes de cocktail, des choses comme ça. Et puis, l'une d'entre elles, la toute première, une jeune fille qui s'appelait Régine, qui m'a demandé une robe de mariée. Ça a été la révélation. Au fond, j'adore les mariages. Alors, comment ça se passe quand une cliente rentre chez vous? Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien en général? Oui, oui. Ça se passe bien et parfois très bien. On commence par la faire parler, on lui demande un peu son parcours, qu'elle nous parle de son mariage, de ce qu'elle fait dans la vie, du fiancé évidemment, puisqu'on a quand même un garçon à séduire au bout de l'allée. Ensuite, avec tout ça, on sélectionne quelques robes, entre 3 et 5. On les essaye et on regarde ce qui se passe dans le miroir. Et quand arrive une des robes et quand d'un seul coup l'œil s'éclaire, on sait qu'on a trouvé. Vous avez des clientes fidèles qui reviennent plusieurs fois? Alors, c'est arrivé, mais je préfère les voir une fois. Oui. Mais je commence à entendre parler des filles de mes clientes qui vont venir, et ça, je trouve ça beau. Voilà. Aujourd'hui, en 2016, le mariage a retrouvé une place très importante ou...
Il a retrouvé une place très importante qu'on avait essayé en tout cas effectivement de lui faire perdre, mais ça reste un moment privilégié. C'est quand même finalement l'entrée dans le... Alors c'est plus l'entrée dans le monde des adultes, des enfants, mais c'est quand même la première très grande réception qu'un jeune couple fait, puisqu'aujourd'hui c'est plus les couples qui reçoivent que les parents, comme c'était le cas autrefois. Ça reste aussi parce qu'on n'est plus obligé de se marier, ça reste quelque chose de plus choisi. Et donc on en fait souvent quelque chose de plus personnel et de plus original que ça ne l'était certainement autrefois. Et un très grand volume, un peu souple, comme une... Dites-moi, parmi les 3 robes, vous choisissez laquelle alors? Alors, parmi les 3 robes, je laisserai Mademoiselle choisir, mais Oui. si je devais choisir, je conseillerais sûrement celle-ci. Pourquoi? Parce que je trouve que la féminité, la mise en valeur du corps est plus importante dans celle-ci. On a quand même une très très jolie silhouette, Mademoiselle a vraiment une jolie silhouette, et que cette robe-là, bien qu'elle soit encore, on le sent, très très fluide et facile à vivre, va vraiment assurer un petit effet waouh waouh qui va être bien. Virginie, on est bien installé dans ce hall d'accueil d'hôtel. C'est très confortable, très cosy, à l'image de ces lits de repos très douillés. C'est un peu l'esprit maison, ça? Oui, je crois qu'on est un des derniers hôtels familiaux qui est resté dans l'ambiance d'une pension de famille. Donc on a évolué au fil du temps, mais on essaye de garder cette identité-là. Comment ça, pension de famille? Oui, c'est un hôtel qui a été repris par mes parents il y a une vingtaine d'années, et c'était ce qu'on appelait les meublés. Donc c'était des pensions dans lesquelles les gens pouvaient venir une nuit ou bien un mois ou 2 ans ou 20 ans. Il y avait des gens qui vivaient là depuis 20 ans. Cet hôtel, c'est une histoire de famille. C'est-à-dire que l'histoire a commencé dans notre famille il y a un peu plus de 20 ans, quand mon père a eu un coup de cœur pour cet endroit, particulièrement pour le jardin et le pavillon. Et il a décidé de reprendre cet hôtel alors qu'il avait déjà 70 ans. Et mon père avait été élevé dans un bistrot des Halles. Il a fait un tout autre métier durant toute sa vie, mais dans la vieillesse, il a eu envie d'animer un lieu qui était un hôtel. Je pense que c'était quelque chose qu'il a fait de façon un peu sentimentale, en fait. Quelques années après avoir repris l'hôtel, mon frère aîné a décidé de créer un restaurant qui se trouvait dans la salle sur rue, qui était une ancienne boulangerie. Qui est juste à côté. Juste à côté, qui fait partie de l'immeuble, c'est le même immeuble. Et il a ouvert ce restaurant, c'était le premier de la rue des Dames. Donc il a eu tout de suite énormément de succès parce qu'il n'y avait absolument rien dans la rue des Dames. Et je pense qu'on peut dire, sans être présomptueux, qu'on a lancé la rue des Dames parce qu'à la suite de ça, se sont créés tout un tas de restaurants, comme vous pouvez voir aujourd'hui. J'aimerais qu'on revienne un instant sur l'hôtel qui est juste à côté. Ouais. Quand votre père l'a repris, il y a combien de temps maintenant? 20 ans, c'est ça? J'imagine que c'était une pension de famille, il doit y avoir des personnages à l'intérieur qui vivaient en permanence ici. On avait Monsieur Rose, qui était un ancien légionnaire. Il y avait aussi le marquis. C'était un monsieur qui avait été toute sa vie ce qu'on appelait transformiste. Il travaillait dans les cabarets où on se travestissait en femme, donc il se qualifiait d'artiste de variété. Il avait tous ses costumes qui faisaient la décoration de sa chambre. Et il est resté jusqu'à la fin ici. Il est devenu la mascotte, donc on l'hébergeait gracieusement en fait à la fin. Et c'était un personnage qui était toujours dans le café, tout le monde venait lui parler, c'était le marquis. Allez, on trinque à la bonne santé de ce restaurant et de ce bel hôtel. On va se quitter dans cet endroit charmant
Moi, je vous invite à revoir cette émission sur france3.fr et sur les réseaux sociaux. Puis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Allez, on retrinque. Au revoir.